a décidé avec les étudiants que ça serait 3 heures, de 17h à 20h, sachant bien sûr que les gens qui ne peuvent pas être là à 17h seront acceptés ensuite. Hein. Mais a priori pas plus tard que 18h quand même. Hein. Alors je pose la question là, qui parmi vous ne pourrait pas être là à 17h? Peut-être pas pile. Comment? Peut-être là 17h pile. Si c'est 17h05 ou 17h25. Bon, vous arrivez le plus tôt possible, hein, en tout état de cause, avant 18h si c'est possible. Et sinon, bon, ben voilà, il faudra que vous fassiez avec. Hein. Alors, l'autre chose importante, c'est que nous allons réintégrer le 3e étage à partir de janvier. Mais pas dans la salle que nous avions initialement. Je ne sais même pas aller là. Oui, mais l'ascenseur marche. Oui, l'ascenseur marche, on va rentrer pour le faire. Oh ben, ici, on ne peut pas se perdre. Hein. Il y a 5 salles par étage. Donc, ça sera la salle 302, AR 302. Donc, 302, c'est cette partie du bâtiment. Ça sera affiché, mais alors n'oubliez pas, ne vous affolez pas. Hein, si vous n'arrivez pas pour le devoir, il n'y a personne ici, c'est normal. Hein, c'est au 3e étage, salaire 302. C'est à fait à peu près, on était à 305, c'est la dernière par là. C'est 302, c'est la deuxième par ici. C'est là où on va faire le devoir, enfin le contrôle sera. Normalement, c'est à partir de janvier, donc j'espère que je ne me trompe pas. Parce qu'en fait, au niveau de l'ensemble de l'université, là en janvier, on change de gymnastique. Mais là, on est dans la période des examens pour les étudiants de médecine. Mais oui, le janvier, c'est janvier, c'est à partir de janvier. Ça sera aussi pour les cours. Ça sera pour tout. Ouais. Donc, bien sûr, le 8 janvier, hein, c'est évident, il n'y a pas de tutorat, puisque le devoir commence le 17 janvier. C'est la date, s'il vous plaît, par contre. Le 8. La date des devoirs. Mais c'est pas attendez. Bon, la date des devoirs, elle est écrite et vous l'avez depuis la rentrée. Hein. Je viens de la rappeler, 8 janvier. L'autre, je ne l'ai pas en tête, vous l'avez sur le calendrier. Alors, je sais que ça tombe à peu près en même temps que le devoir d'histoire, exactement en même temps que le devoir d'histoire, que peut-être d'autres devoirs. On ne peut pas trop faire autrement, hein, étant donné le calendrier de l'année. Ça se joue sur 3 semaines, bon, mais c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, nous, Marie-Joëlle et Marie, qui n'est pas là, à propos des candidatures de délégués, vous aviez laissé tomber? Vous avez renoncé à vous présenter aux élections du délégué? Non, parce que j'ai pas eu le temps d'aller voir, parce que je suis pas de Toulouse, moi. Ouais, mais alors au moins vous lui téléphonez si vous ne pouvez pas y aller, parce que normalement c'était la semaine dernière. Donc là, on a, comme personne n'y est allé, il y a une rallonge, mais il faudrait respecter les dates autant que possible. Donc si vous ne pouvez pas arriver avant 17h, vous lui téléphonez. Et même à la limite, à mon avis, vous lui téléphonez dès demain matin. Voilà. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez corrigé mon devoir? J'ai corrigé sans corriger parce que comme c'est pas regardé de dissertation, ouais, je vous demande. Vous avez regardé tous les mots? Oui, je l'ai lu. Bon, je pense que ça peut vous être utile comme fiche, mais c'est pas du tout une dissertation. Hein, c'est pas ça une dissertation. Hein. Donc voilà. Alors, le tutorat de la semaine prochaine, hein, normalement, donc il est pour le groupe A, si je ne me trompe. On peut adopter le principe qu'il est ouvert aussi aux gens du groupe B, étant donné que c'est le dernier avant le premier devoir. Voilà. Donc je vous ai préparé, je vous l'avais annoncé, quelques documents. Alors certains, je vais tout donner à la fois, ça fera gagner du temps. Hein. Donc certains qui sont en relation, qui sont en relation avec ce qu'on a fait la dernière fois, et d'autres qui sont en anticipation
très bien pour vous, c'est sorti des cartes. Parce qu'il y a aussi des électricités. Vous avez fait passer la feuille d'émargement? Comment? La feuille d'émargement, vous l'avez fait passer? La feuille d'émargement, ben, elle doit être par là. Oui, je l'ai envoyée moi. Alors, voilà. Merci. Donc, je distribue et puis j'explique de quoi il s'agit. Merci. Vous n'avez pas eu de gens? Allez-y, allez-y. Ah, mais c'est parce que vous avez dit, d'accord, oui. C'est parce que vous avez dit que vous voulez faire passer. C'est bon. Ah, j'en profite pour vous faire passer, pour vous rappeler, vous préciser si vous le savez pas, que l'usage des téléphones strictement interdit pour un devoir absolument interdit, comme ça le sera à l'examen. Quel que soit l'usage que vous en faites, ça veut dire concrètement, parce que je pense qu'on pour l'examen, est-ce que vous devez essayer de vous procurer l'heure autrement? Bon, ici, vous verrez mon heure à moi, et pour l'examen, d'ailleurs, on a dit une grande horloge pour que tout le monde puisse voir l'heure de jour. Si vous voulez, tout simplement, hein, le fait de toucher ou de regarder son téléphone portable, c'est considéré comme de la fraude. Bon, de la même façon, pardon, je rappelle que donc vous avez juste de quoi écrire, le papier brouillon, la copie et vos stylos. Alors, ce que je viens de vous donner, j'explique de quoi il s'agit de façon générale, ensuite je rentrerai dans le détail. Donc vous avez d'abord les tableaux qui correspondent au chapitre 6 que nous avons fait la dernière fois que nous allons finir et au chapitre 7 que nous allons faire aujourd'hui et la fois prochaine. Bon, ces tableaux, ils sont extraits qui est référencé tout en bas de la page. Numéro 503, septembre 2013, Population et Société, bulletin mensuel d'information de l'Institut national d'études démographiques. C'est un accès libre sur Internet et en plus, vous avez sur la page Iris, depuis le début de l'année, l'intégralité du numéro. Il est fort possible que certains d'entre vous l'aient déjà vu. L'Institut national d'études démographiques rassemble tous les 2 ans
les statistiques sur la population qui sont rendues disponibles par l'Organisation des Nations Unies, et elles sont rassemblées. Et là, ce que je vous ai mis, c'est des tableaux de la fin où il n'y a pas tous les pays. Dans les pages précédentes, il y a tous les pays. Je vous ai mis certains tableaux qui donc présentent les pays les plus peuplés. Alors d'abord, un tableau à la superficie, c'est juste à titre d'indication. Il va de soi que ce n'est pas à prendre par cœur. Tableau 2, les pays les plus peuplés, estimation en 2013 en millions d'habitants. Vous avez d'ailleurs le total en bas, la ligne monde, 7141,4. Autrement dit, petit exercice de calcul au niveau CM1, 7 milliards 141 millions 400 000 habitants. Approximativement, très approximativement, à quelques centaines de millions près. Voilà. Alors, je ne me rappelle plus pourquoi il y a des traits là, il faudrait que je vérifie. Bon, bref. Tableau 3, attention. Le tableau. Bon, s'il vous plaît, les filles, vous arrêtez de parler quasiment haute voix parce que ça me rend les choses difficiles. Merci. Tableau 3, pays les plus peuplés, projection 2050 en millions d'habitants. Donc, projection faite par des démographes. Ce n'est pas du tout une certitude. Bien sûr, 2050, c'est pas très éloigné. Néanmoins, ces projections, elles ne sont pas faites n'importe comment, mais elles sont faites en faisant des hypothèses sur l'évolution de la population, en particulier des hypothèses, principalement des hypothèses sur la natalité, sur la mortalité. En gros, elles prolongent les tendances existantes, mais il y a des choses qui pourraient changer. Par exemple, il pourrait y avoir une mortalité encore plus grande que ce qui est prévisible en raison de maladies chroniques qui se développent. Il pourrait y avoir le fait qui ne se passe pas tout à fait ce que je vous avais expliqué la semaine dernière, la transition démographique, elle permet de faire l'hypothèse pour partout dans le monde, l'accroissement de la population va se stabiliser à un même niveau. C'est pas absolument jusqu'ici, c'est ce qui s'est passé. Mais toutes les populations n'ont pas fini leur transition démographique, on n'est pas absolument certain que tout arrive à un bateau d'accroissement. Est-ce qu'il faut que je réexplique des choses par rapport à ça, ou est-ce que vous avez compris la semaine dernière? C'est bon? Évidemment, ce côté absent, vous se demandez de quoi il s'agit, je ne peux pas franchement recommencer. Il faudra expliquer par d'autres gens. Bon, si vous voulez, je vous donne une définition générale, parce que je ne l'ai pas mise dans le plan du cours. La transition démographique, on appelle transition démographique le processus. On appelle transition démographique le processus par lequel une population passe d'une natalité et une mortalité élevée à une natalité et une mortalité basse. Oui, encore. Vous faites qu'elle baisse. On a observé que la mortalité baisse d'abord en raison de facteurs multiples qui souvent vont ensemble. Amélioration des conditions d'alimentation, amélioration des conditions d'hygiène, amélioration de la santé de façon générale. Il faudrait la médecine, parfois, etc. Donc, je
je vais continuer à expliquer pour la natalité. Donc je reprends la définition très générale. La transition démographique, c'est le processus par lequel une population passe d'une natalité à une mortalité élevée à une natalité et une mortalité basse. J'ajoute que durant ce processus, l'accroissement de la population, l'accroissement, L l'apostrophe, accroissement évidemment, l'accroissement de la population est très fort. L'accroissement, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre la natalité et la mortalité qui se voit sur le graphique. Or, au début du processus de transition, c'est la mortalité qui baisse la première, donc pour les raisons que je viens de dire, hein, alimentation, hygiène, santé en général, et ça me donne. Pendant un certain temps, la natalité reste à un niveau élevé. Donc, pendant toute la période où la natalité reste haute et où la mortalité baisse, la différence entre les deux augmente. L'accroissement, c'est la différence entre la natalité et la mortalité. Concrètement, sur le graphique, l'accroissement, c'est ce qui se trouve entre les deux courbes. Et le graphique montre bien qu'il y a une période où il y a beaucoup d'espace entre les deux courbes. D'accord? Alors, deuxième partie de la réponse à votre question. Pourquoi la natalité ne baisse-t-elle pas aussi vite? D'abord, ça c'est de courte durée, parce que la population, les gens, concrètement, réellement, n'ont pas encore intégré dans leur comportement le fait que la mortalité baisse. Exemple, vous avez probablement déjà entendu dire que pendant des siècles, il y avait beaucoup d'enfants par femme, parce que la mortalité était telle qu'on savait que tous ces enfants n'arriveraient pas à l'âge adulte, et que donc il fallait en faire 6, 7, 8, pour avoir une chance qu'on ait une fois qui deviennent adultes. Quand la mortalité des enfants a beaucoup baissé, pendant longtemps, les gens ont continué ce qui était dans leur structure, hein, ce que les familles avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire avoir 6, 7, 8 enfants. Et là, ça ne dure pas très longtemps. Petit à petit, le nombre d'enfants par femme diminue. Le nombre d'enfants par femme, c'est la fécondité, c'est pas la natalité. C'est une composante de la natalité, mais c'est pas tout. Bon. Mais aussi, même lorsque la fécondité a baissé, même lorsque le nombre d'enfants par femme a baissé, la natalité reste pendant un certain temps à un niveau élevé. La natalité ne peut pas tomber tout d'un coup, parce qu'en fait, si je dis les choses comme il faut, je ne sais pas si vous allez comprendre. On arrive à l'âge de la fécondité pour des classes d'âge nombreuses nées pendant la forte fécondité antérieure. Alors, je l'ai dit, bon, je passe pas mal de temps à vous expliquer ça parce que je crois que c'est important surtout parce qu'on vous parle beaucoup de démographie, de fécondité, etc. Donc c'est vrai que je l'ai expliqué la dernière fois. Ça se voit sur les pyramides des âges. En fait. Exactement, ça se voit sur les pyramides des âges. Alors je ne vous ai pas apporté les pyramides des âges parce qu'on n'a pas décidé d'approfondir là-dessus, mais qu'est-ce qui fait, alors je reprends au départ, c'est plus simple, qu'est-ce qui fait une forte natalité? Deux choses. Et il peut y en avoir une seule des deux. Soit c'est les deux en même temps, soit elles sont séparées. Beaucoup d'enfants par femme et ou beaucoup de femmes qui ont des enfants. Alors, quand la fécondité a baissé, il y a peu d'enfants par femme, mais il y a encore beaucoup de femmes qui ont des enfants. Pourquoi? Parce que ces femmes étaient des petites filles avant, quand il y avait beaucoup d'enfants par femme. Ces petites filles très nombreuses, elles arrivent à l'âge où elles ont des enfants. Donc même si chacune n'a que 2 enfants, ça fait beaucoup de naissances. Hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont que 2 enfants. D'accord? Pour cette raison, la natalité met un certain temps à baisser à son tour. Donc cette période de la transition, avec un accroissement fort, elle dure un certain temps. Jusqu'à ce que, petit à petit, des générations, des gens qui sont nés dans la période où il y avait beaucoup d'enfants par famille, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la vieillesse ou à la mort.
D'accord? Bon, pourquoi j'ai parlé de la transition démographique? Oui, parce que les projections de population pour 2050, elles font une hypothèse que ça va se passer comme ça. Mais en fait, on n'est pas sûr que la natalité reste basse, et on n'est pas sûr que partout, on n'est pas sûr que la mortalité reste basse, et on n'est pas sûr que partout la fécondité baisse. Ce sont des projections, ce ne sont pas des certitudes. Alors en dessous, il n'est plus question de population pour les tableaux 7 et 18, ce sont les numéros dans le bulletin, mais il est question de RNB. Donc RNB, je vous le rappelle, revenu national brut. Il est question de RNB PPA, c'est-à-dire à parité de pouvoir d'achat. En fait, la parité de pouvoir d'achat, c'est un calcul technique qui d'une certaine façon, convertit chaque monnaie en une monnaie unique, pour que les comparaisons aient du sens. Alors, la différence entre les deux, c'est que c'est alors, dans le premier cas, c'est en milliards de dollars, et dans le deuxième cas, c'est en dollars. Attention, dans le premier tableau numéro 7, c'est le revenu national brut total de chaque pays qui est mentionné. C'est pour ça que c'est des nombres énormes. Union européenne, 16 670 milliards de dollars. Monde, 83 515 milliards de dollars. Bon, ça doit être beaucoup, ça ne le représente pas vraiment. Bon, dans l'autre tableau, le 18, c'est ce même revenu par habitant, c'est-à-dire divisé par le nombre d'habitants. Évidemment, ce sont des nombres d'ordre de grandeur complètement différents. Voilà. Donc ceci, parce que je vous avais dit que je vous donnerai quelques chiffres pour que vous ayez des ordres de grandeur. Donc déjà, vous pouvez quand même, des choses que vous devrez savoir, c'est à peu près combien il y a d'habitants sur Terre, 7 milliards 141 millions, etc. 7 milliards. Combien il y en a en Chine et en Inde, vous pouvez commencer à le mémoriser si vous ne le savez pas déjà, parce que ça va être dans notre programme prochain, l'Asie de l'Est et du Sud. Vous remarquez d'ailleurs avec cette comparaison 2013 et cette projection 2050 qu'on prévoit, ça on en est quasiment sûr, que l'Inde va passer exactement devant la Chine. C'est-à-dire que la Chine a une population qui augmente presque plus, voire même qui pourrait avoir tendance à diminuer entre aujourd'hui et 2050, à la différence de l'Inde. La Chine a fini sa transition démographique depuis un certain temps, l'Inde a. Voilà. Bon. Idem pour le revenu par habitant. Alors derrière, vous avez une carte qui s'appelle IDH ajusté aux inégalités en 2011. Première chose, et ça vaudra pour les autres cartes aussi que je vous ai données. J'ai mis, non je vais mettre, je ne l'ai pas fait, ces documents sur Iris. Donc les cartes sur l'écran, vous pourrez les voir en couleur. Donc vous verrez beaucoup mieux les différences. Celle-là, IDH ajusté aux inégalités, j'ai hésité à vous la donner parce que en fait il y a des nuances de gris qu'on ne peut absolument pas distinguer, et en particulier on ne peut pas distinguer entre les trois dernières. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est l'IDH ajusté aux inégalités? Donc, c'est toujours l'IDH, l'IDH qui a été défini et qui est un indicateur composite dans lequel qu'on obtient en agrégeant plusieurs paramètres qui tiennent à l'éducation, à l'espérance de vie, mais aussi au PIB. Excusez-moi, je suis en train de chercher les trucs que j'ai mélangés. Bon, il faut que je range parce que sinon ça ne va pas aller. Déjà, j'ai pas rangé. Je surpris de documents.
Comme je l'ai vu tout à l'heure. Donc, l'IDH ajusté aux inégalités, c'est sur la base de l'IDH tout court, indice de développement humain, donc avec l'espérance de vie à la naissance, avec la durée, l'instruction, c'est-à-dire la durée moyenne de scolarisation et un indicateur sur l'instruction et un indicateur sur non plus le PIB, mais maintenant le RNB par habitant, le revenu national brut par habitant. Lorsqu'il est ajusté aux inégalités, on ajoute autre chose, c'est-à-dire que on regarde, on mesure l'ampleur des inégalités dans le pays par rapport à chacun de ces critères. On regarde les écarts à la moyenne. Et plus les écarts à la moyenne, plus les inégalités donc, sont importantes, plus on fait baisser l'IDH. D'accord? C'est-à-dire que dans un pays où il n'y a aucune inégalité, enfin ça n'existe pas, où il n'y aurait aucune inégalité, ben, l'IDH tout court et l'IDH ajusté aux inégalités, ils seraient égaux. Dans la plupart des pays, dans tous les pays, l'IDH ajusté aux inégalités, il est plus bas que l'IDH tout court. Alors, si on voulait regarder les choses de très près, on pourrait comparer carte de l'IDH et carte de l'IDH ajustée aux inégalités. Bon, je n'ai pas trouvé de carte récente de l'IDH, c'est pour ça que je vous ai donné celle-là, mais c'est pas plus mal. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, on ne peut pas, parce que la qualité est mauvaise ici. Et qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut retirer comme information, comme idée générale de cette carte? Oui. Oui, alors favoriser, déjà c'est une interprétation, mais que l'IDH est bien supérieur au nord par rapport au sud. Alors au nord, je préfère. En Europe, en Amérique, en Asie. Ouais. Alors tout à l'heure, justement, on va faire le point sur ces questions, ces problèmes même de vocabulaire avec nord et sud. L'idée première étant qu'il y a des pays du nord qui sont au sud. L'Australie, c'est évident. L'Australie est en bas de la carte, elle est au sud, mais c'est un pays du nord. Si vous voulez, je peux le dire déjà, ces expressions nord-sud, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Elles sont à peu près synonymes de pays riches, pays pauvres, grosso modo. Alors, les pays à IDH élevé sont des pays dits du Nord, y compris l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et tout particulièrement, comme il le disait, Amérique du Nord et Europe occidentale. Il y a un truc là, il y a le Japon qu'on ne voit pas là, alors il n'y avait peut-être pas les données pour 2011, parce que c'est pas possible, le Japon ne se ferait pas comme ça. Bon. Cette carte peut être comparée, ressemble beaucoup, comme je vous l'avais dit, à une carte du PIB. Ceci, c'est une illustration de la première partie du chapitre 6, voire carte du PIB de l'IDH. Je vous ai mis déjà sur Iris des cartes du PIB. Il faudrait que vous alliez les regarder autant que possible. Et vous y trouverez aussi celle-là, donc plus lisible. D'accord ? Et le développement de la première partie, c'est en fait la lecture des cartes. C'est-à-dire dire ce que vous voyez sur les cartes en matière d'inégalité de PIB et d'IDH. Voilà. Alors, l'autre feuille que j'ai donnée tout à l'heure, en fait, elle correspond surtout au chapitre que nous n'avons pas encore commencé. Alors, on va finir celui-ci avant de passer à l'autre. Et je vous l'ai mis en titre, en en-tête, chapitre 7. Je vous l'ai mis des deux côtés. Donc, pour l'instant, je ne commente pas. Donc, d'un côté, deux cartes, ouverture commerciale. De l'autre, les pays émergents. Ça, vous le mettez de côté, donc, avec le chapitre 7. Donc, si je me souviens bien, nous sommes arrêtés mercredi dernier à la fin de la troisième partie du chapitre 6. Ici.
Donc fin de la troisième partie du chapitre 6, c'était des situations démographiques et géographiques diverses. Le rythme d'accroissement de la population du Sud est encore élevé mais diminue. C'est à propos de cela que je vous avais présenté la transition démographique. Et deuxième idée, on s'était arrêté là, sauf erreur de ma part, les pays pauvres sont moins urbanisés que ceux du Nord, mais la croissance des villes y est aussi plus rapide. C'est bien là qu'on s'était arrêté. Alors, ça serait bien peut-être, pour les absents de la semaine dernière et aussi pour que les présents puissent vérifier qu'ils ont bien compris et bien retenu, que vous essayez de développer un peu. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Les pays pauvres sont moins urbanisés que ceux du Nord, mais la croissance des villes y est plus rapide. Donc qu'est-ce que ça veut dire déjà? Urbanisé. Des pays plus ou moins urbanisés, qu'est-ce que ça veut dire? Dans les logements, une ancienne portion du territoire. Non, c'est pas tout à fait. Il y a moins de zones urbaines. C'est pas tous à la fois, vous dites? Il y a moins de zones urbaines, c'est-à-dire il y a moins de villes, grandes villes, tout ça, c'est plus... Ouais. Que les gens sont développés dans les villes, en fait. Oui, l'idée elle est là, mais c'est pas, c'est encore plus simple. Vous disiez vous, Marie-Joëlle? Je ne sais pas ce que vous avez dit. Alors, là encore, les choses sont simples et compliquées à la fois parce que les mots n'ont pas toujours le même sens. Qu'est-ce que ça veut dire plus ou moins urbanisé? Qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle souvent le taux d'urbanisation? Oui, alors c'est pas, on ne dit pas le nombre de pourcentage, c'est le pourcentage. Donc, voilà. Le taux d'urbanisation, c'est de fait concrètement le pourcentage des habitants d'un pays, par exemple, ou d'une région, qui résident dans les villes. Donc, les pays du Sud sont moins urbanisés que ceux du Nord. Ça veut dire que dans les pays du Sud, il y a une part, un pourcentage, si vous voulez, moins grand de gens qui habitent dans les villes. D'accord? Bon. Premier petit problème que ça soulève, qu'est-ce que c'est qu'une ville? Je ne vous demande pas de répondre, hein, parce que comme je vous l'avais dit, il y a un très très grand nombre de définitions. Si on regarde les taux d'urbanisation, on utilise des statistiques officielles fournies par les États. Hein. Donc ça veut dire que les États, ils mesurent leur population urbaine. Hein. Ils savent combien de gens résident dans des villes. Seulement les États, ils définissent pas tous l'île de la même façon. Il y a trois sortes de critères. Hein. Il y a des critères de simplement de taille. On va appeler ville une agglomération d'au moins, en France, 2000 habitants. Dans d'autres pays, 10 000. Dans d'autres encore, 20 000. Le critère de taille. Parfois, ce sont simplement des critères administratifs, hein, ou on pourrait dire politico-administratifs. C'est-à-dire qu'on va appeler ville une entité, quelque chose comme une commune en France, à partir du moment où elle est le siège d'un pouvoir local, d'une autorité. Et donc, critère administratif. Et troisième critère, non, même je vais dire qu'il y en a quatre, parce que le critère administratif, il vient en plus. Donc, troisième critère, les fonctions, si vous voulez, les activités. Hein. Est-ce qu'il y a de l'agriculture ou bien est-ce qu'il y a surtout du tertiaire et de l'industrie? Et enfin, il y a un autre critère qui serait le quatrième, donc, qui est le quatrième, qui est un critère de forme, hein, si vous voulez, de paysage, on pourrait dire, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on parle de ville à partir du moment où il y a une certaine densité, où il y a des bâtiments élevés, etc. Souvent, ce sont plusieurs de ces critères qui sont combinés, hein, pour la définition de la ville. Mais donc, il n'y a pas d'homogénéité.
Alors, les pays pauvres sont moins urbanisés que ceux du Nord. Dans les pays du Nord, le taux d'urbanisation, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui résident officiellement dans les villes, il est de l'ordre de 70 à 80%. Dans les pays du Sud, il est souvent inférieur à 50%. Et d'ailleurs, pour l'ensemble du monde, il est de à peu près 50%. Donc, au niveau mondial, c'est à peu près la moitié de la population qui réside dans les villes. Alors, l'autre idée qui est là, c'est que dans les pays du Nord, l'urbanisation, le taux d'urbanisation est à peu près stabilisé, hein, ça ne bouge pas beaucoup, tandis que dans les pays du Sud, le taux d'urbanisation augmente, et on peut dire que dans les pays du Sud, la croissance urbaine ou la croissance des villes est plus forte que dans les pays du Nord. Alors, c'est en ça que ce que vous disiez au début n'était pas complètement exact, même si ce n'était pas du tout faux, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire croissance des villes? En fonction de ce que j'ai dit jusque-là, croissance des villes, ça veut dire augmentation de la population des villes. Et effectivement, en général, quand on parle de croissance urbaine, c'est ça qu'on veut dire, augmentation de la population des villes. L'augmentation de la population d'une ville, elle peut se faire de deux façons schématiquement. Souvent, elle se fait parce que la ville s'étale. C'est-à-dire que la ville occupe une plus grande surface sur laquelle on construit des immeubles avec des logements, etc. D'accord? Donc vous pouvez noter que la croissance urbaine peut se faire par étalement, augmentation de la surface occupée par la ville, mais on peut se faire d'une autre façon aussi, qui n'est pas contradictoire, les deux peuvent aller de pair ou pas. De quelle autre façon? La population. Là, on est dans les explications. Effectivement, on peut se demander pourquoi il y a plus de gens dans les villes. Mais oui. Ouais, alors on ne dit pas étalement en hauteur, on va dire densification. C'est-à-dire qu'on garde la même surface, mais on fait qu'il y a davantage de gens. Hein, densification, surélévation, etc. Donc, l'augmentation de la croissance urbaine, peut se faire par étalement ou par densification. Alors, pourquoi, ça renvoie à ce que vous disiez, une croissance urbaine plus forte dans les pays du Sud? En fait, il y a deux sortes de raisons. Pourquoi la croissance... qu'est-ce qui fait la croissance urbaine? Qu'est-ce qui fait... Parce que l'école culturelle, financière, sur les dans la vie, Alors, vous disiez tout à l'heure le travail. Donc, une des grandes explications de la croissance urbaine, c'est le fait que les villes attirent de la population. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui habitaient à la campagne, qui se déplacent pour aller habiter en ville, pour différentes raisons, souvent pour du travail, parce qu'il y a davantage d'emplois, mais aussi les villes attirent parce qu'elles sont des pôles culturels, on en avait parlé, elles rayonnent, etc. Voilà. Et il y a une autre raison encore plus simple, en fait, qui est que la population urbaine augmente tout simplement parce que la population tout court augmente, parce qu'il y a cet accroissement démographique. Oui. La population rurale aussi, qui se décline. L'exemple. C'est obligé d'aller en ville. Eh bien oui, mais ça c'est le premier cas. C'est l'exemple rural. La population globale augmente. Soit le rapport ville-campagne ne change pas, soit le rapport ville-campagne change, la ville augmente plus vite parce qu'il y a des gens qui se déplacent de la campagne vers la ville. D'accord? Mais vous avez raison de souligner que c'est un rapport, donc c'est pas que le nombre de choses. Donc vous avez pu noter, vous auriez dû noter que la croissance urbaine des villes est plus rapide au sud en raison, de migration. On peut réemployer le mot migration. Des campagnes vers les villes. Et deux,
accroissement démographique, accroissement de l'ensemble de la population. D'accord? Il y a une dernière chose que j'avais dite un peu rapidement mercredi dernier à la fin du cours, à propos de la croissance urbaine dans les pays du Sud. Sur comment se fait cette croissance urbaine, qu'est-ce qu'elle produit, quels effets elle a, quels problèmes ça peut soulever. Oui, alors, avant d'évoquer les conséquences sanitaires, j'avais précisé que cette croissance urbaine des pays du Sud, elle concerne en particulier des très grandes villes. Des très grandes villes qui deviennent encore plus grandes. Vous vous rappelez un petit peu les... Ouais, vous vous rappelez un petit peu le vocabulaire là, des grandes villes que je vous avais donné à propos des métropoles? Oui, métropole, mégalopole et mégapole. On va parler plutôt de mégapole, hein, c'est-à-dire... on va utiliser le mot qui sert à désigner les très grandes villes, mais sans rien dire de leur pouvoir, de leur rayonnement, etc. Très grandes par la population qui est là. Donc vous notez qu'au sud, cette croissance urbaine concerne en particulier les mégapoles, très grandes villes. Particulièrement, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de définition uniforme de mégapole, il n'y a pas de seuil, hein, mais souvent on parle de mégapole au-dessus de 10 millions d'habitants. Et certains parlent de mégapole au-dessus des 2 millions, de 5 millions. Alors, ce qu'on avait dit, que vous rappelez tous les deux, hein, c'est que à la fois cette croissance urbaine rapide et puis le fait qu'il y a ces énormes concentrations de millions et même de dizaines de millions de personnes, ça pose des problèmes particulièrement aigus dans les pays pauvres. Des problèmes sanitaires, on avait évoqué le traitement des déchets, l'évacuation des eaux usées, dont on parle moins mais qui est très grave aussi, l'évacuation des excréments humains, qui ne va pas de soi. Vous évoquiez aussi le problème des logements. Voilà, il n'y a plus de place. Hein, la densification, justement, on a tendance à construire en hauteur. Hein, il y a des grandes villes mondiales. Le travail aussi, oui, alors, ouais, les emplois, hein, c'est-à-dire tous ces gens qui arrivent, ben, ils viennent pour... Comment? Il y a un peu les plus migratoires, ça fait mieux. Beaucoup, oui. Oui, c'était un peu une partie aussi. Oui, effectivement. Donc, problème lié au fait que ces nouveaux habitants des villes n'ont pas forcément de logement, n'ont pas forcément d'emploi. Des logements, ils sont créés, alors il y a la forme bidonville et puis il y a la forme construction souvent illégale en hauteur et souvent non maîtrisée techniquement. Hein, les écroulements d'immeubles sur lesquels on rajoute des étages et des étages, ça arrive assez souvent au Caire par exemple, à Istanbul aussi, hein, dans ces villes donc, très denses où on densifie à un maximum. Bon, donc cette croissance urbaine pose donc un certain nombre de problèmes. Voilà, donc on peut passer peut-être maintenant à la quatrième et dernière partie du chapitre. Pourquoi ce qu'on a appelé longtemps, ce qu'on peut encore appeler le sous-développement, si vous préférez, pourquoi les inégalités, et en fait, pourquoi y a-t-il dans le monde tout un ensemble de pays dont on peut considérer, après toutes les réserves qu'on a faites sur la notion de développement, dont on peut considérer qu'ils sont sous-développés, c'est-à-dire que les conditions de vie, ils sont pour le moins non satisfaisantes pour une grande partie de la population. Donc ça on l'avait pas abordé, hein, je crois pas. Donc, premier point, alors excusez-moi, sur ce que je vous ai donné, il y a une erreur, hein, j'ai fait des copier-coller en négligeant de relire.
Donc, il y a indiqué point 3.1, 3.2, évidemment c'est 4.1, 4.2, mais il faut que vous le corrigiez. Alors, il faut d'abord faire leur sort, si je peux dire, à toute une série d'explications de ces inégalités qui ne sont pas du tout pertinentes et dont certaines même sont carrément inacceptables pour des raisons morales et scientifiques aussi. Je pense là aux théories racistes, hein, le racisme étant tout à fait infondé biologiquement et pouvant être considéré comme insupportable moralement. Hein, donc théorie selon lesquelles certains seraient pauvres parce que pour des raisons tenant à leur part. Je ne vais pas développer. Alors, je vais par contre développer un peu plus pour d'autres explications avancées, d'autres facteurs avancés. Et je vais commencer par les conditions naturelles, le climat par exemple. Alors, là, on va commencer à reprendre cette analyse de la notion de pays du Sud. Parce que dire pays du Sud, c'est renvoyer aux pays qui sont sur la carte au Sud, dont on sait bien que ce sont en grande partie, pas en totalité, mais que ce sont en grande partie des pays tropicaux, hein, des pays situés de part et d'autre de l'équateur, à proximité de l'équateur. Et on sait que les pays tropicaux, les climats tropicaux, parce qu'il y en a plusieurs sortes, sont différents des climats tempérés. Un grand nombre de pays dits du Nord se trouvant dans la zone de climat tempéré. Pourquoi, si je vous dis que cette explication par les milieux naturels, hein, notamment par le climat, mais pas seulement, n'est pas du tout suffisante, hein, et même ne doit pas être retenue, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous la comprenez? En fait, il y a deux manières de réfuter cela comme explication. Excusez-moi toutes les deux, mais quand même, hein, depuis tout à l'heure, vous étiez en train de discuter et de vous marrer. Maintenant, vous partez. Je ne sais pas trop pourquoi vous êtes là. Ah, c'est le... Vous comprenez pas. Donc, mais vous comprenez pas quoi? Vous avez écouté quoi? Non, je pense pas, non. Bon, alors, attendez, non mais... Écoutez, en vous regardant discuter, j'étais en train de me dire qu'à tous les coups, il y a des choses que vous n'auriez pas bien comprises. Alors, la prochaine fois, s'il vous plaît, vous voudrez bien écouter, si vous ne comprenez pas, vous le dites. Et j'essaierai de vous l'expliquer autrement, ça sera mieux. Voilà. Bon. Les conditions naturelles ne sont pas des explications pertinentes du sous-développement. On peut avancer deux sortes de raisons. D'abord, on peut à nouveau regarder la carte, je vous l'ai suggéré tout à l'heure. Il n'y a pas correspondance complète entre pays pauvres, pays sous-développés et pays du Sud. Première raison, première manière de réfuter cette affirmation. On peut trouver des exemples dans les deux sens. L'Australie, non, c'est pas une élection, moi je l'ai dit. Donc je maintiens ce que j'ai dit, hein, il n'y a pas correspondance entre pays tropicaux et pays du Sud. Par exemple, les États-Unis, pays riche aussi l'année, les États-Unis ont une partie relativement importante de leur territoire qui se trouve dans la zone qu'on appelle le subtropical, proche des tropiques, sont concernés par un climat simplement tropical en Floride, un climat désertique en Arizona,
etc. Oui. Sachant que la très grande partie disponible de la riche, Ils aident des régions en difficulté. La Floride, l'Arizona, non pas vraiment. Après, c'est pas complètement juste parce que les constructions là sont beaucoup plus légères qu'en France. Donc, je me souviens, en bois, on peut fabriquer dans les tournages, il y a beaucoup plus de dégâts quand les tournages en France. En fait. Alors, aux États-Unis, en tout cas. ça, c'est un autre niveau, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire des conditions naturelles défavorables, c'est le plus important. Inversement, hein, une grande partie des pays d'Amérique du Sud, enfin, surtout ceux du Sud d'ailleurs, à tout court, et y compris d'Afrique du Sud, sont dans la zone tempérée. La plus grande partie de la Chine est dans la zone tempérée. Donc, première raison, il n'y a pas qu'est-ce que j'ai dit, correspondance exacte entre pays du Sud, entre guillemets, pays pauvres et pays tropicaux. Et deuxième sorte de raison pour laquelle il faut réfuter l'explication par les conditions naturelles, c'est un peu plus, il faut approfondir un petit peu plus, qu'est-ce que ça veut dire des conditions naturelles défavorables. Alors, essayons d'en passer un certain nombre en revue. Alors, oui, vous disiez, vous l'avez dit d'abord, oui. C'est beaucoup d'humidité qui favorise le développement des maladies. Alors, beaucoup d'humidité qui favorise le développement des maladies. Alors, on pense effectivement aux régions de climat tropical humide. Oui. Vous disiez... Les paysages montagneux. Oui, il n'y a peut-être pas des paysages. La montagne, hein, la haute montagne, les altitudes élevées. Enfin, est-ce que c'est les altitudes? Plutôt le terrain. Les pentes. Hein. Pentes fortes. Qu'est-ce que ça a comme inconvénient? Pour construire un building, c'est plus difficile de construire sur des pentes fortes, c'est plus difficile de construire des routes, de développer des moyens de communication à travers des montagnes, c'est plus coûteux hein, qu'en plaine, de cultiver, avant de construire des buildings, de cultiver, oui. Est-ce qu'il y a plus de montagnes dans les pays du Sud ou dans les pays pauvres? C'est pas très sûr. Est-ce que les montagnes ne sont pas depuis, certaines régions de montagne ne sont pas depuis des siècles ou des millénaires des régions de densité de peuplement important? Oui. Mais effectivement, le relief peut poser des conditions contraignantes. L'humidité, la très forte humidité, autre chose. À l'inverse de l'humidité, la rareté de l'eau, hein, l'aridité, voilà. Et vous n'avez pas parlé des températures. Hein, les températures extrêmes, très chaudes, très froides, également peuvent être des contraintes. Mais il y a très peu de contraintes qui existent dans l'absolu. Hein. Beaucoup de ces contraintes peuvent même devenir des atouts, selon ce qu'on fait avec cela. On cite souvent, à l'appui de cette idée, l'exemple des régions de montagne européennes, des Alpes en particulier, dans lesquelles les pentes et la neige hein, ont été pendant très longtemps considérées comme des contraintes et même des handicaps qui faisaient que ces régions ne pourraient pas être très riches. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, hein, ces régions de montagne enneigées ont pu devenir localement des régions riches, ou en tout cas des régions dans lesquelles on a développé des activités économiques engendrant des profits importants, avec l'essor des sports d'hiver, hein, du ski en particulier. Donc en fait, et là c'est bien à la fois les pentes et la neige hein, qui sont nécessaires pour cette activité-là. Donc, le deuxième, l'idée hein, là, c'est que le caractère contraignant des conditions naturelles est très relatif. Hein. Hormis des cas extrêmes par rapport à la température et à l'humidité, ben c'est relatif, ça dépend des techniques disponibles, ça dépend de ce qu'on veut faire, ça dépend de pas mal de caractères. Alors, autre dernière façon de réfuter aussi, en fait, le Sud, ou les pays du Sud, ben, ils connaissent des conditions naturelles extrêmement variées, extrêmement diverses.
et même des conditions naturelles qui peuvent être particulièrement favorables, par exemple à l'agriculture. Hein. La forte humidité qui va de pair avec une température assez élevée, c'est très favorable à la vie végétative, à la croissance de la végétation, c'est très favorable à l'agriculture. Il y a par exemple en Indonésie des régions volcaniques, à Java en particulier, des terres volcaniques qui sont d'une extrême fertilité, qui peuvent produire avec des rendements extrêmement élevés. À l'inverse, comme je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de pays du Nord qui connaissent sur au moins une partie de leur territoire des conditions difficiles. Alors les États-Unis, j'évoquais la sécheresse du Sud, il a évoqué aussi la fréquence des cyclones dans toute la partie est-sud-est de l'Amérique du Nord. On peut penser aussi à la forte sismicité, à la fréquence des tremblements de terre au Japon en particulier. Fukushima, ça doit vous dire quelque chose. Alors Fukushima, c'est l'explosion d'une centrale nucléaire versus celle... Comment? Oui, c'est plus assez. Oui, bon... voilà, les conditions de froid extrême de la Sibérie ou encore du Canada, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Nord, etc. Donc on peut multiplier les exemples et les contre-exemples dans ce sens-là. Vous pourrez en chercher d'autres. On va avancer un peu. Donc d'autres explications correspondent à des constats, mais il est difficile de considérer que c'est là l'origine du sous-développement. Je vais commencer par ce dont nous parlions tout à l'heure, la croissance démographique ou l'accroissement démographique. On a dit souvent que un des problèmes majeurs des pays du Sud, c'était leur fort accroissement démographique, leur forte population et en plus leur population qui augmente rapidement. Alors, c'est un fait que quand on a déjà des difficultés, qu'on n'a pas beaucoup de moyens et qu'en plus la population augmente très vite, ça ne facilite pas les choses, même ça les aggrave. Ça rend les problèmes plus difficiles à résoudre. Néanmoins, on ne peut pas affirmer que la croissance démographique elle-même est la cause des difficultés de développement. Elle contribue, elle accompagne ces difficultés de développement, elle aggrave peut-être les difficultés de développement, mais elle ne les a pas déclenchées, provoquées à l'origine. Au contraire même, on peut considérer que dans les pays du Sud, la transition démographique, elle s'est produite parce qu'elle est venue de l'extérieur en fait. Les facteurs déclenchant la baisse de la mortalité sont venus de l'extérieur, sont venus des pays colonisateurs qui ont importé en quelque sorte des méthodes médicales occidentales, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Une autre sorte d'explication qui n'est pas satisfaisante, parce qu'encore une fois, ce n'est pas vraiment des causes qui sont avancées, ce sont des explications qu'on peut dire culturelles de manière générale. Des explications culturelles selon lesquelles il y aurait des aspects culturels, religieux en particulier, dans les pays du Sud, qui seraient des entraves au développement. On évoque souvent le système, la structuration en caste de la société indienne, qui bloque un peu, qui entrave le changement social. On évoque souvent les religions et on évoque tout particulièrement la religion musulmane, l'islam, comme frein à la baisse de la fécondité. Donc, comme, si vous voulez, en quelque sorte, certains considèrent que l'islam est un élément qui empêcherait un passage rapide à une situation démographique comme celle-ci. En fait, quand on regarde un peu plus loin, on s'aperçoit premièrement que c'est pas le propre de l'islam, qu'en fait l'autre grande religion monothéiste qui est le christianisme, et en particulier dans sa déclinaison catholique,
est aussi une religion très, qui, si on la prend au pied de la lettre, considère qu'il ne faut pas utiliser les moyens de contraception. Hein, donc c'est ce qu'on appelle une religion nataliste, qui pousse à une forte fécondité et à une forte natalité. Seulement, ce qui se passe, c'est que dans les sociétés où le christianisme est la religion principale, il y a eu des changements culturels tels que le comportement des individus n'est pas déterminé directement par la religion. Hein, c'est pas parce qu'on se considère comme catholique qu'on est baptisé ou qu'on s'est marié à l'église, c'est encore marié à l'église, bon peut-être, mais que l'on va nécessairement suivre le dogme catholique et éventuellement les préconisations de l'église en matière de contraception. La différence, c'est que dans un grand nombre de pays musulmans, hein, l'influence de la religion sur le comportement des individus est plus importante qu'elle ne l'est dans les pays catholiques, ou en tout cas du même ordre d'importance qu'elle était dans les pays catholiques il y a quelques décennies. On a dit souvent que si vous voulez, les pays européens du Sud, comme l'Italie, comme l'Espagne, le Portugal, l'Irlande aussi, qui n'est pas au Sud, hein, qui sont des pays très catholiques, où l'Église catholique a une forte influence, étaient jusqu'à il y a assez peu de temps les pays d'Europe où la fécondité était la plus forte. Elle a chuté très brutalement, hein, parce que l'influence de l'Église a cessé d'être ce qu'elle était. Donc, en résumé, c'est pas le fait qu'il y ait telle ou telle religion qui ferait qu'il y aurait telle ou telle difficulté à faire baisser la fécondité, c'est plutôt l'impact, l'importance de la religion dans la société qui joue un rôle. Donc là encore, on n'a pas d'explication vraiment de l'origine de ces inégalités. Alors, j'ai évoqué en deuxième point des causes complexes, plus complexes, et elles sont de deux sortes. Donc le sous-développement est souvent expliqué à partir des héritages de la colonisation. Donc, première sorte de cause complexe, les héritages de la colonisation. On peut, pour comprendre cela, partir du constat que la plupart, la quasi-totalité même des pays du Sud, des pays sous-développés, sont des pays qui ont été colonisés à un moment ou à un autre de leur histoire, ou même s'ils n'ont pas été colonisés formellement, ils ont été sous la domination des grandes puissances. Mais à peu près tous les pays du Sud ont été concernés par la colonisation. Alors, qu'est-ce que ça a pu faire? Par exemple, on ne va pas développer l'analyse, la colonisation qui peut se retrouver aujourd'hui, au moins pour partie, dans certaines difficultés des pays du Sud. Les richesses. Oui, ils ont pris les richesses. Oui, alors souvent les colonisateurs ont orienté la production vers ce qui les intéressait, hein, c'est-à-dire vers la fourniture de produits destinés à l'extérieur. Hein. Alors il y a une expression savante qu'on peut encore employer, hein, c'est-à-dire que parmi ces héritages de la colonisation, il y a des structures économiques extraverties. Alors ce mot extraverti, l'adjectif ici, hein, le nom ça serait extraversion. Bon, il fait peut-être un peu savant, mais finalement il est simple. Hein, il veut dire, étymologiquement, il veut dire tout simplement tourner vers l'extérieur.
Peut-être que vous connaissez l'adjectif introverti, qu'on utilise, enfin extraverti aussi d'ailleurs, en psychologie, en fait, pour décrire le comportement des personnes, plutôt tournées vers l'extérieur ou tournées vers elles-mêmes. Eh bien, on emploie aussi cette idée d'économie extravertie lorsque des structures économiques mises en place ont été pour satisfaire des besoins extérieurs au pays. Ça veut dire, par exemple, justement, l'exploitation de minerais, avec des systèmes de transport destinés à acheminer ces minerais vers les ports pour ensuite être emportés. Ça peut être aussi, c'est souvent dans les pays tropicaux, des agricultures dans le cadre desquelles on a développé ce qu'on appelle l'agriculture de plantation, de café, de bananes, d'ananas, de cacao, etc., destinées essentiellement aux besoins, entre guillemets, de la métropole, c'est-à-dire le pays colonisateur, à l'époque coloniale, destiné aujourd'hui au marché extérieur, et non pas une agriculture dont l'objectif premier aurait été de produire de l'alimentation pour les habitants du pays. Donc, des structures économiques extraverties. On peut penser aussi, on l'évoque souvent, et on aurait pu commencer par là, au problème des frontières, et en particulier aux frontières de l'Afrique, d'une grande partie des États africains d'aujourd'hui, qui sont des frontières qui ont été fixées par les puissances coloniales, au tournant 19-20e, avec pour seul critère les préoccupations et les rapports de force entre ces puissances coloniales, sans prendre en compte les organisations des peuples africains. On peut considérer que pour partie seulement bien sûr, mais pour partie quand même, ces frontières, les conflits autour de ces frontières peuvent être une des explications à des guerres actuelles qui opposent des groupes, des ethnies qui ont été partagées ou qui revendiquent tel ou tel territoire dont elles ont été spoliées, etc. On apprend en histoire. Comment? On apprend en histoire ça. Voilà. Donc, je vais faire le lien là aussi. Alors, toujours dans ces causes complexes, deuxième sorte contemporaine, on pourrait dire, ce qu'on peut appeler les formes actuelles de dépendance. Dépendance donc des pays du Sud par rapport à ceux du Nord. Dépendance financière, dépendance technique. Alors la dépendance financière, elle prend de multiples aspects. Donc on pourrait évoquer tout simplement le fait que les monnaies dominantes sont les monnaies du pays du Nord, le dollar principalement, et puis aussi éventuellement le yen, l'euro, qui aussi sont importantes. Dépendance financière, tout simplement aussi par le fait que la plus grande partie de ce qu'on appelle de manière générale ou générique les avoirs financiers, ce qui est détenu et qui est présent sur les places boursières, ça appartient à des pays du Nord. Dépendance technique, je ne sais plus si je vais dire, dépendance technique par le fait que notamment les brevets, mais aussi avant même les brevets, les innovations qui sont en lien avec la recherche scientifique, etc. Mais tout cela, ça se fait surtout dans les pays du Nord. On peut penser à la dépendance culturelle qui s'exprime avec la domination de la langue, de l'anglo-américain, qu'on pourrait mettre en parallèle avec celle du dollar sur le plan financier, mais aussi qu'on peut mettre en parallèle avec la dépendance technique, la domination via Internet notamment, et même via l'ensemble des réseaux de télécommunications,
par rapport au pays du Nord. Je vous mettrai, je sais plus, je pourrais vous mettre une carte ou des cartes que j'avais un petit peu oubliées avec la localisation des principaux serveurs internet. Il y a encore une carte qui montre, qui permet de se représenter directement la suprématie des pays du Nord sur celui-ci. Dépendance commerciale aussi, bien sûr, on aurait pu commencer par là. Pourquoi? En quoi y a-t-il dépendance? Parce que les échanges commerciaux, on pourrait peut-être les qualifier de asymétriques. On avait déjà vu que les flux de marchandises du sud vers le nord, ce sont beaucoup encore des flux de produits à faible valeur ajoutée. Produits bruts, justement produits agricoles bruts, produits miniers, et inversement les flux du nord vers le sud sont davantage des flux de produits à forte valeur ajoutée. Il faut que je revienne là-dessus, faible ou forte valeur ajoutée, ou pas? Très schématiquement, plus il y a de travail de transformation, y compris de travail qui ne se voit pas, de travail en amont, de travail intellectuel, de travail de recherche, d'innovation technologique, etc., entre ce qu'on met au départ d'un produit à l'entrée de l'usine, si vous voulez, et ce qu'il y a à la sortie, plus il y a de valeur ajoutée. Plus le produit change et est transformé, plus il y a de valeur ajoutée. Prenons un exemple avec, par exemple, du cacao. Le produit de départ, ce sont les fèves de cacao qui ont été récoltées sur l'arbre. Si vous considérez que le produit d'arrivée, c'est le super chocolat de luxe là, que certains d'entre nous vont pouvoir déguster avec parcimonie bientôt, là il y a une forte valeur ajoutée parce qu'il s'est passé plein de choses entre la récolte du cacao et ça. Si c'est juste le beurre de cacao, la première étape de la transformation de la fève, il y a moins de valeur ajoutée. Bon. Alors, quand on a des produits de haute technologie, que ce soit des produits issus des biotechnologies, par exemple des médicaments, des produits chimiques subtils, ou des produits électroniques, c'est encore plus évident. Dans un produit électronique, la part de, c'est encore que c'est pas forcément évident, il y a des matières premières très chères, il y a de l'or, et puis ces fameux terres rares incorporées dans les circuits intégrés, mais en très faible quantité. Donc la matière elle-même, dans un téléphone comme ça, là, comme vous avez, elle compte pour très peu. Ce qui fait le prix, c'est le travail de conception, de mise au point, etc. Donc la valeur ajoutée est élevée. Donc on peut parler d'une dissymétrie dans les échanges commerciaux. Ce n'est pas symétrique, c'est dissymétrique entre l'Europe. La mondialisation, d'une certaine façon, on peut considérer qu'elle accentue ces formes de dépendance puisqu'elle accentue les échanges. Elle accentue, elle augmente les flux et elle fait que, de fait, il n'est pas possible pour un pays d'être autonome, d'être autarcique ou d'être indépendant. Tout pays est en relation par de multiples flux avec d'autres parties du monde. D'accord? Mais ces flux, donc, on peut les considérer comme très souvent dissymétriques au détriment des pays. Alors, pour finir sur ce chapitre, et surtout pour finir sur ces éléments qui peuvent être avancés pour partie, pour expliquer les inégalités, on s'aperçoit que ces éléments sont très nombreux, que certains sont à mettre de côté tout de suite, que d'autres sont simplement à remettre à leur place, ne sont pas vraiment des explications, et que finalement on ne trouve pas une cause ou une explication. C'est ce que j'ai écrit là. Aucun de ces facteurs ne fournit à lui seul une explication pertinente. Il n'y a pas de cause unique au sous-développement, et ce sont le plus souvent des interactions entre ces différents aspects qui entretiennent le sous-développement et la pauvreté. D'accord ?
Alors, maintenant, on va passer au chapitre 7, pour lequel je ne vous ai pas apporté les plans aujourd'hui, parce que j'avais des documents recherchés là, pour utiliser au mieux la page que j'allais vous donner. Donc, je vous les donnerai mercredi prochain. Alors, pour ce chapitre 7, il y aura de toute façon des documents que vous devrez, si possible, aller regarder sur Iris, parce qu'il y a notamment une carte. Je sais que c'est pas la peine que j'essaie de vous la photocopier en noir et blanc, parce que même photocopier en couleur, c'est pas très visible. Madame, du coup, la feuille que vous avez donnée il y a 2 semaines, en finir une fois pour toutes avec le développement, et dire oui. à la fin de ce chapitre-là. Donc on parle encore du développement dans le chapitre 6. Oui, en fait, les chapitres 5, 6, 7 sont autour du développement. Alors, dans le chapitre 5, j'avais essayé de vous montrer que l'idée même de développement peut être discutée et même est mise en cause par certains. Voilà. Notamment Serge Latouche. C'est pour ça qu'on avait lu ce texte. Non, mais j'ai vu que je me trouvais juste bizarre quand on continue à parler du développement. Je ne vous ai pas entendu alors. Ah, alors que je vous avais dit qu'on allait en finir. Oui, d'accord, excusez-moi, c'est pas compris. On la met plutôt juste feuille à la fin du chapitre 6. Alors, je réponds à sa remarque. Oui, je réponds à sa remarque tout à fait pertinente. Donc, je réponds de 2 façons. Pour en finir avec le développement, c'est entre guillemets. C'est Serge Latouche qui dit ça. D'accord? C'est pas forcément nous. Donc, mon idée, c'était de vous montrer que la notion de développement, comme je viens de le dire, elle peut être discutée et elle est même contestée par certains. Ceux qui la contestent complètement, ils sont relativement rares. Bon, moi, j'aurais tendance à penser comme eux. Néanmoins, le mot, sinon l'idée, on le trouve très souvent. D'accord? Le mot développement et sous-développement et inégalité de développement, on le rencontre très souvent. Donc c'est difficile de s'en passer finalement. Ou on pourrait dire inégalité tout court. Donc je continue à l'utiliser malgré tout et vous allez aussi le trouver dans les livres. Alors, quand je n'oublie pas, à cause de ça, je mets des guillemets, comme ici dans le titre. Des guillemets qui sont une façon de prendre de la distance. Si vous voulez, l'idée c'est que en préalable, on a posé que le développement, l'idée même de développement peut être discutée. On a essayé de voir à peu près pourquoi. Bon, après on continue, mais on ne va pas la discuter tout le temps. Il n'y a pas de mot vraiment pour remplacer. Donc, on continue à l'utiliser. Voilà. Bon. Dans le chapitre 7, ça y est pas directement, puisque c'est l'étude dans la mondialisation. Alors, l'étude dans la mondialisation est d'abord et alors, je pensais avant, mais j'ai vérifié, Fabienne Cavaillé m'a fait remarquer que probablement pas. À un moment, je le mettais entre parenthèses. Mais je sais pas. Je crois que non. J'avais cherché quelque chose. Normalement, non. Surtout si on le met, avec une majuscule, c'est ce qu'il faut faire. En quelque sorte, c'est un enfant. Donc, chapitre 7.
commencer, une double remarque. En fait, d'une certaine façon, pourquoi nous passons du singulier au pluriel avec Sud? Jusqu'ici, justement, et en particulier dans ces derniers chapitres sur les inégalités de développement, entre guillemets, et sur le sous-développement, j'ai considéré les pays du Sud comme un ensemble homogène, comme un ensemble. Or, et ça on en a parlé aussi, je crois, au moins dans le chapitre 4, la mondialisation a des effets de fragmentation de l'espace mondial. La fragmentation, c'est l'idée de petits morceaux, non plus des gros blocs, mais des petits morceaux. D'accord? Donc, on va considérer que la différenciation nord-sud a encore un sens. La différenciation nord-sud dans ces grandes lignes correspond aux inégalités de développement que nous avons évoquées. Ça, vous pouvez peut-être le noter, c'est une introduction. La différence. Dans le sud, c'est une catégorie à l'intérieur des pays du sud. On en parlera probablement la semaine prochaine, même si je vous ai donné le document. Donc, la différenciation nord-sud a encore du sens étant donné les inégalités de développement que nous avons vues dans le chapitre précédent. Encore du sens. Étant donné ou au vu des inégalités de développement, pas au vu, non, étant donné des inégalités de développement que nous avons vues au chapitre précédent, Mais la mondialisation fragmente l'espace mondial et les pays du Sud paraissent de plus en plus divers. C'est pourquoi nous parlerons des Sud. Donc, dans une première partie, on va faire un certain nombre de remarques sur le vocabulaire qui vont en fait comprendre des choses que j'ai déjà été obligée d'évoquer les autres fois. Nous vont aussi peut-être préciser des choses par rapport au développement. Donc, premier point, et ça je l'ai annoncé tout à l'heure, la notion de sud, enfin le mot sud plutôt, sud, ne doit pas être pris au pied de la lettre. Bon, certes, la plupart, les pays pauvres en général, c'est-à-dire les pays qui ont un PIB, un RNB par habitant, un IDH relativement faible, donc ces pays se situent au sud de la plupart des pays riches. À l'inverse, riches, c'est-à-dire qui ont un PIB, un RNB par habitant, un IDH relativement élevé.
Donc, au sud des pays riches, attention, ça ne veut pas dire forcément dans l'hémisphère sud. Ça, c'est des questions de vocabulaire, parce qu'on entend aussi de la part des journalistes, des politiques, cette expression, l'hémisphère sud. Alors, je vous rappelle que l'hémisphère, c'est la moitié de la sphère terrestre au sud de l'équateur. Or, alors je ne vais pas vous dire si vous regardez la carte, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas l'équateur sur ces cartes. En fait, il y a pas mal de pays du sud qui sont au nord de l'équateur, hein, tout en étant au sud des pays du nord. Je ne sais pas si vous me suivez. Bon, c'est dommage que je ne puisse pas. Quand on va remonter, je pense que je pourrais vous remontrer les cartes, ça ira un peu mieux. Hein. Donc, pays du sud, ils sont au sud du nord, ça ne veut pas dire forcément dans l'hémisphère sud. D'accord, hein. Deuxième chose que je vous ai fait remarquer, il y a des pays riches qui se situent au sud par rapport au point cardinaux, Australie, Nouvelle-Zélande principalement. Si on utilise le terme des pays du Sud comme terminologie de pays pauvres, est-ce que ça passe dans les cercles ou pas? Oui, ça passe parce que je vais le dire, c'est une commodité de langage. On ne peut pas toujours faire de longues phrases pour quand on aurait besoin d'un seul mot. Hein, mais bon. Alors, pourquoi il n'y a pas de... En fait, j'anticipe. Pourquoi il n'y a pas un mot qui satisfasse tout le monde? Et parce qu'en fait, il y a derrière les mots qu'on choisit, il y a des enjeux d'interprétation et d'explication. Hein, et alors, sud, ça marche parce que ça paraît à peu près neuf. Bon. Il y a d'autres choses qu'on peut remarquer, hein, c'est que tout ce qui est au nord n'est pas forcément riche. Hein. Il y a des pays qui se trouvent au nord, qui connaissent certaines difficultés, ou tout au moins qui ont des territoires très inégaux. C'est le cas en particulier de la Russie, hein, qui est un territoire immense et qui est pas uniformément riche. Alors, deuxième remarque, hein, toujours à propos du Sud, hein, c'est le problème qu'on a évoqué tout à l'heure dans le chapitre précédent, hein, danger avec la notion de Sud, hein, suggérer une explication par les conditions naturelles. La notion de Sud a l'inconvénient majeur qu'elle suggère une explication des difficultés de ces pays par des conditions naturelles. On a vu tout à l'heure, ce n'était pas une bonne explication. Alors, pourquoi on utilise autant ce mot qui a tant d'inconvénients? Donc, troisième remarque, donc, malgré ce manque de clarté, hein, ce mot, cette notion de Sud, s'est diffusé très largement depuis 2, 3, presque 4 décennies, depuis 2 ou 3 décennies, disons, et elle s'est largement imposée. Donc, comme je le disais, elle paraît simple et dépourvue de jugement de valeur. Hein. Nord-Sud, c'est pas des jugements de valeur. Bon. Oui, mais on ne dit pas en haut de la carte, on dit au nord. Oui, c'est vrai, vous avez raison, il y a quand même un petit peu ça. Et je crois quand même qu'au fond, c'est surtout que au début de la période où le Sud a émergé et s'est imposé, on parlait aussi beaucoup encore d'Est et Ouest. Donc en fait, je crois que c'est ça l'explication majeure. Hein. La notion de Sud, elle est apparue dans une période qui était encore la période de la guerre froide. Guerre froide, tout le monde n'est pas une histoire, il faut préciser ce que c'est, ou ça parle à tout le monde de guerre froide? Est-ce que quelqu'un sait pas ce qu'on entend par guerre froide? J'ai tendance à l'oublier. C'est la guerre entre les États-Unis et l'URSS. Oui, c'est la période pendant laquelle il y a eu un affrontement entre États-Unis et l'URSS, ou même entre États-Unis et leurs alliés, bloc de l'Ouest, monde occidental, y compris avec le Japon, qui n'est pas à l'Ouest d'ailleurs, hein, mais on pourrait là, Est et Ouest, c'est encore plus marrant, là il faudrait que vous regardiez une sphère, hein, et que vous la fassiez tourner. Vous essayez de situer Est et Ouest. Bon.
Donc c'est une vision centrée sur l'Europe. Hein, il y a l'Ouest d'un côté et l'Est de l'autre. Bref. Donc on a parlé de guerre froide parce qu'il n'y a pas eu de guerre directe entre États-Unis et l'URSS, hein, mais qu'ils se sont affrontés par autres pays interposés. Voilà. C'est pas une guerre chaude directement entre ces deux pays. Bon. C'est ce qu'on appelait le monde bipolaire, hein, deux pôles, occidental dominé par les États-Unis, de l'Est, ou oriental, ça se disait moins, dominé par l'Union soviétique. Bon. À un certain moment, certains ont fait remarquer que, d'une part, cette logique bipolaire, hein, lorsque elle était en train de s'atténuer, avec le rapprochement, avec les négociations entre États-Unis et l'URSS, elle s'est arrêtée, on peut dire, avec la chute de l'URSS, hein, à la fin des années 80. Et donc déjà depuis un certain temps, certains faisaient remarquer que peut-être que les clivages les plus importants dans le monde, c'était pas entre Est et Ouest, mais c'était entre les pays riches et les pays pauvres. Hein. Et du coup, si vous voulez, par analogie, on pourrait dire, hein, ça s'est diffusé cette idée de Nord-Sud. Hein. Est-Ouest, Nord-Sud, on était un petit peu dans le même registre. Certainement ça joue. En plus c'est court, hein, et en plus, comme je le disais, ça paraît dépourvu de jugement de valeur. Donc, ce terme s'est imposé, hein, par analogie à l'opposition Est-Ouest. Comment on faisait avant de parler de Sud? Il y avait un peu plus de différence selon qui parlait. Justement, on avait parlé de tiers-monde, pays sous-développés, et on utilisait un abrégé l'expression PSD. On avait parlé de pays en voie de développement, ou, et on le dit encore, non, ça c'est encore autre chose, en développement. Voilà. Et là, on disait PVD, pays en développement, bon, ça c'est presque pas mal. En développement ou émergence, c'est pareil, non? Non. Émergent, alors, ici, là, je vous ai mis toute une page pour vous montrer, surtout le tableau d'en haut, que pays émergent, c'est pas compris de la même façon par tout le monde. Hein. Pays émergent, c'est une expression qui est sortie beaucoup plus récemment. Hein. On en parlera un peu plus loin dans le chapitre. Donc pays émergent, on le laisse. Là, tout ça, si vous voulez, ça correspond à ce qu'on appelle le Sud. Donc, l'idée, c'est qu'il y a des mots, des expressions différentes qui ont été dominants à des époques différentes pour renvoyer en fait au même pays et pour renvoyer au fond à la même situation d'inégalité entre pays riches et pays pauvres. D'accord? Alors, rapidement, je vous dis ce qu'il y a derrière ces différentes expressions qui peut permettre aussi de comprendre pourquoi elles sont beaucoup moins utilisées qu'elles ne l'ont été auparavant. Donc, tiers-monde, je crois qu'on l'a déjà évoqué, parce que vous le rencontrez, peut-être qu'on l'a rencontré dans le texte, ou on l'avait rencontré avant. Donc, tiers-monde, ça a été forgé par analogie avec le tiers-état de l'Ancien Régime, en France, donc la société d'Ancien Régime, les privilégiés et les tiers-états. Et ça a été forgé surtout après la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la vague importante de décolonisation, quand les États qui étaient d'anciennes colonies, qui venaient d'obtenir leur indépendance, ont essayé de s'affirmer comme l'avait fait un peu le tiers-État en France en 1789, bien que
il n'y a pas une révolution, hein, mais ils ont dit, nous aussi, nous avons des droits, nous sommes la majorité de la population, etc. Et ce terme de tiers-monde, il a été longtemps beaucoup utilisé. Aujourd'hui, il est utilisé surtout en histoire, hein, où on parle, peut-être quand il a parlé de la naissance du tiers-monde, c'est-à-dire hein, l'affirmation de ces nouveaux États qui n'existaient pas auparavant. Bon. Ensuite, vous pouvez comprendre que toutes les expressions qui comprennent développer, le sous-développé ou en voie de développement, en fait, elles s'insèrent dans cette idée de développement que Serge Latouche critique fortement. C'est-à-dire l'idée qu'il y aurait que le développement, hein, ça s'inscrirait dans un processus de progrès et que ce progrès se ferait nécessairement sur le modèle occidental, autrement dit sur le modèle qui a déjà été suivi par l'Europe, par les États-Unis, par l'Amérique du Nord. Alors, par rapport à cette idée de développement, en fait, hein, il y a deux sortes d'interprétations. Certains critiquent le monde tel qu'il est ou tel qu'il était et qui considèrent que ces pays pauvres que nous appelons le Sud, ce sont des pays sous-développés, c'est-à-dire qui se trouvent, peut-être même qui sont maintenus dans une situation inférieure. Ces pays sous-développés au sens où ce sont des pays dominés par les pays riches. Avec en voie de développement ou en développement, on a une vision tout à fait opposée, qui est une vision qu'on pourrait dire optimiste. Tout va bien, ils sont en train de se développer et ils vont finir par rattraper, surtout s'ils font bien comme on leur dit. S'ils font comme nous et si on les aide. Voilà. C'est schématiquement, bon, je grossis un peu le trait, hein, mais schématiquement, ce qu'il y a derrière les expressions, c'est ça. C'est pour ça que vous pouvez comprendre que ce n'était pas anodin d'utiliser une expression aujourd'hui. Et c'est pour cela que beaucoup, en particulier les professeurs et ceux qui font des manuels de géographie pour l'enseignement secondaire, ils ont été bien contents quand cette notion de sud a fini par s'imposer très largement dans la langue courante, où à peu près tout le monde voit bien à quoi ça renvoie, enfin voit à quoi ça renvoie à peu près, et où donc on a pu mettre de côté ces discussions et ces débats sur qu'est-ce que c'est le développement, quelle est la situation de ces pays, est-ce que c'est bon pour eux de se développer comme nous l'avons fait, etc. D'accord ? Donc, ce que je vous ai dit en fait dans le chapitre 5, c'était pour vous signaler que cette discussion et ce débat, ben, en fait, ça pourrait exister toujours, mais on le laisse largement de côté. Alors, je réponds un peu aussi à votre remarque de tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que ben, ça s'utilise plus trop ces mots, on peut critiquer la notion, mais en même temps, il y a du sens derrière la notion, etc. Voilà. Donc nous allons dire les Suds, tout en sachant que c'est pas si voilà. C'était pas si évident que cela. Deuxième partie. Je vais essayer de faire un truc important. Deuxième partie. Et encore, à comprendre une expression comme ça, mais là c'est un peu plus en raccourci, des voies de développement diverses. Dans cette partie, de quoi est-il question? Il est question de partir du constat qu'on a fait dans les chapitres précédents, c'est-à-dire que ces pays du Sud, évidemment, ils connaissent d'énormes problèmes. Dans la deuxième partie, on va voir de manière un peu générale quelles sont les voies de développement, c'est-à-dire
les routes que l'on pourrait suivre pour résoudre ces problèmes qui peuvent être envisagés ou qui ont été envisagés. Mais ça veut dire, hein, si vous voulez, je l'écris. Alors, pour répondre à cette question, en quelque sorte de solutions ont été envisagées dans un passé proche pour essayer de résoudre ces problèmes, on peut serrer les problèmes en quelque sorte, hein, et se demander d'abord, évoquer d'abord un problème vraiment central. En fait, hein, comment nourrir la population? Comment? Dans son marché. Oui, avant, je voulais vous préciser quelque chose avant la question précise sur comment nourrir la population. Alors, pendant assez longtemps, disons pendant la période du tiers-monde, hein, pendant la période de la guerre froide, une autre caractéristique de la guerre froide, justement, c'était que chacun des deux globes essayait d'une certaine façon, de mettre la main sur le tiers-monde, hein, d'exercer son influence sur les pays du tiers-monde. Et de fait, les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre apportaient une aide, envoyaient des conseillers vers les pays du tiers-monde. Et selon le bloc dont ils étaient alliés, les pays du tiers-monde, autrement dit les pays du Sud, ils n'ont pas forcément mis en œuvre les mêmes politiques de développement, ils n'ont pas toujours choisi les mêmes voies de développement. Les voies de développement qui étaient choisies dans un passé pas très éloigné, elles dépendaient pour partie d'orientation politique et idéologique. Aujourd'hui, en fait, les voies de développement qui sont suivies, elles dépendent surtout de la façon dont ces pays s'insèrent dans la mondialisation. C'est ce qu'on verra surtout dans la troisième émission. Alors, comment nourrir la population? Qu'est-ce que vous auriez comme idée, vous? De planter plus. De redistribuer les ressources alimentaires plus équitablement. Ouais, d'accord, mais alors quelles ressources alimentaires? C'est qu'il faut produire. Celles qu'il faut produire. Donc, premier point, il faut produire des ressources alimentaires. C'est ça l'idée. Donc, première façon de répondre à la question comment nourrir la population, c'est produire de l'alimentation et mieux la répartir, effectivement. En produire ou en produire davantage, hein, parce qu'il faut quand même aussi ne pas perdre de vue ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'accroissement de la population, hein, et là, sur l'alimentation, ça peut être spécialement une difficulté, hein, c'est-à-dire qu'il faut trouver les moyens de mieux nourrir, de répartir plus équitablement une population qui est en train d'augmenter. Ouais, mais il faut moins gaspiller, parce qu'il y a beaucoup de récoltes jetées, parce qu'il n'y a pas de répartition équitable. Mais il y a aussi pas mal de monde de personnes qui partent vers la rue. Justement, Si c'est pas assez payé, peut-être que Il faut baisser les ressources. Les naissances. Il faut baisser les naissances. Non, mais pas baisser les acheter. Il y a un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, en fait. On s'est aperçu que ça servait à rien. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on sait que on ne peut pas dire que la croissance de la population c'est une cause des problèmes de développement.
Parce qu'on a bien vu que des politiques qui essaient d'inciter les gens, plus ou moins autoritairement, à faire moins d'enfants, elles ne marchent pas vraiment si les gens n'ont pas décidé. Oui, la Chine, il n'y a pas que la Chine, et puis il y a l'inverse, inciter les gens à essayer d'en faire plus. Bon. Oui, mais la Chine, c'est particulier parce qu'ils ont instauré une politique justement d'enfants uniques et que s'ils en font plus, ils castrent les mecs. La politique chinoise est assez dure sur le centre. Ah, vous voulez dire que de fait on fait ça? Mais non. Ah si. En Inde peut-être, mais pas en Chine, pas en Chine. Non, c'est et puis avant d'en venir à des choses comme ça, il y a des plus efficaces, il y a des faits économiques, etc. Oui. Non. Ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, là où la fécondité baisse, en fait, ce sont des sociétés où les conditions de vie s'améliorent, et en particulier les conditions de vie des femmes. Hein. Et en particulier l'instruction des femmes, ou plutôt l'instruction d'abord des petites filles, des fillettes, c'est un élément déterminant dans l'abaissement de la fécondité. C'est pour ça qu'on voit bien que c'est pas la peine de chercher à prendre une cause première, hein. Il y a en fait différents éléments qui ont des interactions les uns avec les autres. On peut dire que les ressources sur la terre, et elles sont peut-être pas illimitées a priori, oui, c'est pour ça qu'on peut se demander pourquoi on nous explique qu'il faudrait nous qu'on fasse plus d'enfants, qu'on ait une natalité, pourquoi on s'alarme que la population augmente peu dans les pays européens, si on considère par ailleurs qu'il faudrait que la population mondiale augmente moins. Oui, mais il y a l'urbanisation qui s'étend sur les campagnes. Oui. C'est les villes qui s'agrandissent. Oui. Aussi. Et alors? Il y a moins de campagnes, il y a moins d'endroits où... Oui, mais ce qui fait problème surtout, c'est que justement, comme c'est plus facile de construire là où c'est plat, mais c'est plus facile aussi de cultiver là où c'est plat, et que là où c'est plat, c'est souvent des plaines alluviales qui forment des sols riches, etc. Le problème, c'est pas tellement en quantité, c'est que ce sont souvent des terres particulièrement fertiles et intéressantes pour l'agriculture qui sont utilisées pour l'urbanisation. C'est ça le problème. Bon. Alors, revenons à la question de produire de l'alimentation, de comment nourrir la population. Donc, effectivement, si la population était plus faible, les problèmes se poseraient en des termes un peu différents, mais c'est pas le cas. Hein. La population est en croissance et on a bien constaté que le meilleur moyen, on a bien constaté historiquement que le meilleur moyen de ralentir le rythme d'accroissement de la population, c'est d'assurer de meilleures conditions de vie, un certain développement entre guillemets à l'ensemble de la population. Donc ça passe par mieux la nourrir. Donc déjà, c'est fondamental. Donc mieux la nourrir. Hein. Les voies de développement qui ont été choisies par rapport à ça, ça a pu être, mais ça n'a pas toujours été, d'essayer d'augmenter et de développer la production agricole nationale. Il n'y a pas de souhait que ce soit ça. Développer, augmenter la production agricole nationale de manière à viser ce qu'on appelle souvent une autosuffisance alimentaire. Hein, il faudrait dire une autosuffisance alimentaire directe. Hein, que le pays produise ce qui est nécessaire à l'alimentation de la population, de sa population. Alors, là c'est un petit peu comme tout à l'heure pour l'urbanisation. Hein, comment on fait pour augmenter la production agricole? Eh bien, on peut cultiver davantage de surface, mais on peut aussi faire en sorte qu'à surface égale, on produise davantage, augmenter les rendements. Alors, aujourd'hui, il y a pas mal de pays du Sud, et du Nord aussi d'ailleurs, hein, dans lesquels, sur des étendues encore limitées, mais pas tout à fait négligeables, on s'efforce de pratiquer une agriculture plus productive, hein, plus intensive, mais en même temps qui n'épuise pas les ressources, qui ne pollue pas et qui n'épuise pas les sols. Ça prend des formes diverses. Par exemple, on peut citer l'agroforesterie, hein, qui consiste à cultiver sur des couverts d'arbres et à associer en fait aux différentes productions, hein, y compris donc de cultiver ou de laisser pousser les arbres.
Là, dans la monoculture, justement, c'est tout l'inverse, parce que la monoculture, ça veut dire une seule culture. Bon. Alors, ça s'est développé assez récemment, hein, et disons que ce sont des manières de produire de l'alimentation qui sont inspirées par l'écologie, qui relèvent souvent de l'agriculture biologique, etc. Auparavant, dans les décennies précédentes et encore aujourd'hui, il y avait eu des façons beaucoup plus classiques, on pourrait dire, hein, d'augmenter la production agricole, d'augmenter les rendements, et ça a été en particulier ce qu'on a appelé la révolution verte. La révolution verte, peut-être que vous avez entendu cette expression, qui a été mise en œuvre notamment en Inde, hein, dans les années 1960-1970, mais pas seulement. La révolution verte, qui est une intensification de l'agriculture, hein, selon les méthodes qui ont été appelées modernes, hein, les méthodes de l'agriculture qu'on appelle le Oui, alors ça veut dire d'abord sélection des semences. Hein. Ils avaient développé, même produit des semences hybrides de riz à plus haut rendement. Pas forcément plus riches, plus nutritives, hein, mais à plus haut rendement. Parfois moins nutritives. Hein. On connaît maintenant beaucoup de variétés anciennes qui sont moins, qui procurent des rendements plus faibles, procurent des aliments plus riches, hein, en différents composés dont nous avons besoin. Ça, c'est aussi le problème de la quantité et la qualité. Hein. Est-ce qu'on regarde seulement les calories ou est-ce qu'on regarde aussi les vitamines, les minéraux, etc. Bon. En outre, les semences hybrides, alors elles ont un tas de. Elles imposent un certain nombre de pratiques agricoles qui rompent avec l'agriculture traditionnelle. Ça suppose d'abord que ces semences en général ne sont pas. Elles doivent être rachetées chaque année. Hein, le paysan ne peut pas garder une partie de sa récolte pour semer pour l'année suivante. Ça suppose d'autre part une irrigation souvent plus importante, et ça suppose aussi l'utilisation de ce qu'on appelle de manière générale des intrants, hein, c'est-à-dire notamment des engrais, des pesticides, hein, donc des produits chimiques nécessaires pour obtenir ces rendements-là. C'est pour ces raisons que ces pratiques sont très controversées, aussi pour des raisons sociales, hein, qui font que souvent justement les paysans les plus pauvres n'ont pas pu en profiter parce qu'il fallait acheter un certain nombre de produits. Bon, on considère néanmoins hein, que, mais on en reparlera à propos de l'Asie, que ça a permis d'augmenter considérablement le volume de production, hein, la quantité totale produite. Voilà, alors je vais m'arrêter parce qu'en plus je sais que la salle doit être utilisée, c'est pour ça que quelqu'un a ouvert la porte. On verra la semaine prochaine l'autre façon de mieux d'essayer de mesurer la population, c'est de se procurer à l'extérieur des ressources alimentaires. J'ai mis mettre encore des